Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le grand retour du train au Mali. Le lancement officiel de la reprise du trafic ferroviaire aura lieu ce week-end. Ce sera à Kay, la cité des rails, événement placé sous la haute présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Un moment très attendu par les populations de la capitale de la première région, particulièrement affectée par l'arrêt du trafic sur les rails depuis près de 5 ans maintenant. Attendu par Kay, attendu également par le Mali tout entier. La relance du chemin de fer, une réponse des autorités de la transition à une préoccupation majeure de la population riveraine des rails qui salue déjà la reprise du trafic voyageurs depuis le 9 juin dernier et qui souhaite voir l'activité se pérenniser. Comment tout cela est envisagé au niveau du département en charge des transports et des infrastructures? Qu'est-ce qui est prévu dans le plan de relance adopté par le gouvernement? Nous en parlons ce soir. Ibrahima Maïga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Société de patrimoine ferroviaire du Mali, SOPAFER SA. Vous êtes à la tête de cette société depuis 2019. C'est elle désormais qui gère le patrimoine ferroviaire du Mali. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Bonsoir tout le monde. Effectivement, la Société de patrimoine ferroviaire du Mali, c'est la société qui a été créée en 2017. Elle est chargée de la réhabilitation, la construction, et l'extension et la gestion comptable et commerciale du domaine ferroviaire de l'État. Donc, en somme, c'est une société qui est chargée vraiment du développement des infrastructures ferroviaires du Mali. Vous vous chargez d'infrastructures essentiellement, mais je comprends que c'est vous qui exploitez également aujourd'hui. Exactement, parce que la Société de patrimoine ferroviaire du Mali a été créée dans le contexte d'une réforme qui demandait la séparation de la gestion des installations de l'activité commerciale. Mais actuellement, nous avons au Mali une seule société qui s'occupe du chemin de fer, qui est la Société de patrimoine ferroviaire du Mali. Parce que toutes les autres sociétés qui s'occupaient du chemin de fer aujourd'hui sont en voie de liquidation, notamment Ex-Transrail, mais également Dakar Bamako Ferroviaire qui était un organe transitoire. Donc aujourd'hui, nous avons la directive communautaire qui a été transposée au Mali en 2018, qui porte sur les options institutionnelles de gestion des chemins de fer au niveau de l'UEMOA. Cette directive préconise en ce que lorsqu'il n'y a pas de société d'exploitation ferroviaire, les sociétés de patrimoine peuvent reprendre l'activité. Donc c'est dans ce cadre-là que aujourd'hui le gouvernement du Mali a décidé de signer une convention avec la Société de patrimoine ferroviaire du Mali pour la gestion du trafic marchandises et voyageurs pour 5 ans. À quoi ça servait donc de séparer si vous vous retrouvez aujourd'hui à jouer finalement les deux rôles? Effectivement, en fait, la séparation, c'était vraiment un processus qui a commencé depuis les années 2010. Donc, un processus qui a vraiment pris du temps pour être mis en œuvre. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une société de patrimoine ferroviaire qui se trouve sur la place, alors que normalement, on devait jouer le rôle des gestionnaires des infrastructures. Mais le fait qu'on n'a pas de société d'exploitation, créer une société d'exploitation aujourd'hui pour uniquement gérer le transport au niveau national, cela s'entend dire que c'est une société qu'on va créer déjà déficitaire. Parce que tout le monde sait que le trafic ferroviaire de voyageurs est un trafic structurellement déficitaire. Donc c'est à travers les subventions de l'État que ce trafic-là a été vraiment décidé d'être relancé. Donc on ne peut pas créer aujourd'hui une société qui est déficitaire d'office pour la gestion de cette exploitation aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison que l'État a décidé de confier ça à la SOPAFER en attendant pour un bout de temps, pour 5 ans d'abord, pour voir quels sont les résultats ou les résultats que ça va donner. Après, l'État décidera réellement s'il y a lieu de créer une nouvelle société d'exploitation ou pas. Donc ça veut dire qu'un jour, on pourrait se retrouver avec une nouvelle société pour exploiter les rails du Mali. Effectivement, c'est ce que les textes disent, le décret qui transpose la directive communautaire. Effectivement, il y a la séparation des deux structures qui est indiquée. Donc c'est pour que demain, les autorités peuvent décider de créer une nouvelle société d'exploitation. Mais les compétences dans le cadre de l'exploitation? Les compétences, aujourd'hui, l'État a décidé, dans le cadre de cette convention, de mettre à la disposition de la SOPAFER le personnel qui était dédié aux activités d'exploitation dans les anciennes sociétés. Donc aujourd'hui, c'est ce personnel-là qui permet à la SOPAFER d'avoir les compétences techniques pour pouvoir assurer cette exploitation. Mais au-delà de cet aspect des choses, quelle est la différence entre la SOPAFER Mali SA aujourd'hui et les autres sociétés qui ont exploité les rails dans le temps?
La différence, c'est que les autres sociétés avant, comme la Régie, Transrail jusqu'à Dakar Bamako Ferroviaire, c'était des sociétés qui géraient de façon globale en fait tout ce qui est activité ferroviaire, à savoir l'exploitation technique et commerciale, mais également la gestion du domaine et le développement des infrastructures. Mais aujourd'hui, la SOPAFER, sa mission principale, c'est d'abord le développement des installations, des infrastructures ferroviaires de l'État. Donc c'est ça la différence fondamentale entre nous et les sociétés précédentes. Alors, le 9 juin dernier, monsieur le directeur, le train voyageur est parti donc de Bamako pour Kayes, sans tambour ni trompette, on va dire. Depuis, si j'ai bien compris, 3 rotations semaine. Comment est-ce que les choses se passent depuis? Aujourd'hui, effectivement, le 9 juin, on a commencé le trafic à partir de la gare de Kayes. Voilà pour Bamako. Effectivement, aujourd'hui, les choses, on peut dire que les choses se passent normalement parce que nous parvenons à assurer les 3 rotations par semaine. Et du 9 juin au 16 juillet, nous avons transporté plus de 15 000 personnes donc, avec leurs bagages. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'activité, en tout cas, ça commence à prendre vraiment de l'ampleur au niveau des localités traversées parce qu'il y a un engouement inattendu voilà, pour le trafic ferroviaire, ce qui fait que dans toutes les gares, on est obligé de refuser du monde parce que les capacités qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas transporter vraiment toutes les personnes qui souhaitent voyager par train. Donc vous ne répondez pas aujourd'hui à la demande qui est là concrètement? Exactement. Aujourd'hui, la demande vraiment dépasse l'offre qu'on a. Mais comme je l'ai dit, c'est un processus, c'est une première phase pour le moment. On a 3 rotations par semaine. Mais nous avons dans notre convention et le plan de transport qu'on a soumis à l'État une progression en fait, pour pouvoir faire face à cette demande des populations. Dans la seconde phase, on compte faire un train par jour voilà, et par sens. C'est-à-dire tous les jours, un train va quitter Bamako pour Kayes et un aussi va quitter Kayes pour Bamako. Maintenant, pour ce faire, il y a des investissements qui doivent être faits. C'est ce qui est décidé dans la convention d'exploitation qu'on a avec l'État. Et cela, vous prévoyez ça à quel horizon? L'horizon, c'est vraiment la 2e année d'exploitation. Parce que pour ce faire, on est obligé de réhabiliter des autres locomotives pour compléter les locomotives à 4 locomotives. Et également aménager d'autres infrastructures et d'autres voitures voyageurs pour pouvoir avoir 2 rames qui vont faire les croisements chaque jour avec les passagers à bord. Donc un train par jour dans un sens comme dans l'autre, on peut s'attendre à cela à partir du 9 juin prochain. Moi je prends un an jour pour jour, comme ça ce sera la 2e année déjà. En principe c'est ça, oui. D'accord. Ouais. Alors comment ça se passe quant à l'état du matériel et des installations? Vous avez peut-être eu des tests grandeur nature, est-ce que tout va bien de ce côté? Oui, effectivement, avant même qu'on commence l'exploitation, on a d'abord fait au mois de juillet 2022, nous avons fait un essai blanc pour voir un peu l'état du matériel. Donc l'essai blanc s'est passé de Bamako jusqu'à Kayes et vice-versa. Cela nous a permis d'abord de corriger toutes les insuffisances qu'on a eu à constater au niveau de la voie et du matériel. Après ça, au mois de mars 2023 également, on a fait une mission de sensibilisation avec le matériel pour pouvoir sensibiliser et informer les populations riveraines des rails en les indiquant que le trafic va reprendre bientôt. Donc tous ces essais nous ont permis vraiment de nous rassurer de l'état du matériel et aussi des infrastructures ferroviaires pour pouvoir reprendre l'activité. Mais comme vous le savez, une activité qui est arrêtée depuis 5 ans, on peut faire des essais, mais le rythme du trafic aujourd'hui également est une autre réalité. Donc ce rythme-là nous permet aujourd'hui également de constater qu'il y a d'autres choses qu'on améliore au fur et à mesure. Alors il paraît qu'il faut 20 heures pour rallier Bamako, ou disons Bamako de Kayes ou Kayes de Bamako, 20 heures actuellement, ce n'est pas trop de temps en route? En réalité, les statistiques qu'on a, ce n'est pas 20 heures. Aujourd'hui, nous avons une moyenne de 18 heures. 18 heures. Voilà, 18 heures de temps de trajet Bamako-Kayes, Bamako. Et ces 18 heures, quand vous les prenez, nous avons des temps d'arrêt dans les gares. En moyenne, nous avons 4 heures de temps d'arrêt. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de s'arrêter dans toutes les gares et dans toutes les haltes. Voilà, on a 17 gares dans lesquelles on s'arrête. Obligé de s'arrêter, c'est un choix de s'arrêter ou obligé de s'arrêter? Obligé de s'arrêter parce que le transport ferroviaire, d'abord, c'est un transport de masse et c'est pour désenclaver les localités. Donc nous sommes obligés de nous arrêter pour pouvoir prendre les passagers à ces niveaux-là et pouvoir descendre aussi les passagers. Nous avons également 6 haltes
dans lesquels on s'arrête pour prendre des passagers et débarquer aussi des passagers. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, on fait face à une demande très forte de transport de colis. Donc, on a les fourgons tout le temps pleins. Donc, à chaque gare, il faut faire décharger ces colis et charger d'autres colis. C'est ce qui nous fait perdre du temps. Sinon, dans le plan de transport, ce qu'on a comme estimation de délai de transport, en fait, la durée, c'est 14 heures, normalement. C'est-à-dire avec les arrêts dans les gares et tout. Mais aujourd'hui, comme c'est un départ, c'est pas facile avec les usagers. Donc, on est obligé d'être patient dans les gares pour pouvoir répondre vraiment à la demande de ces populations. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que 18 heures c'est raisonnable ou que vous allez quand même tendre vers les 14 heures et si tel est le cas, quand est-ce que vous comptez y arriver? Non, en 18 heures, on sait que c'est difficile, c'est pénible pour les usagers. Voilà, mais aujourd'hui, nous travaillons à ce qu'on puisse améliorer ce temps-là pour pouvoir être dans les 14 heures. Parce qu'on s'est dit que c'est le début. Maintenant, avec le temps, les passagers vont s'adapter en fait, à ce que le train puisse partir à l'heure. Parce que souvent, on est obligé même d'éviter en fait, de ne pas laisser des gens en gare. Voilà, avec les désagréments que cela peut causer, parce que c'est des localités vraiment désenclavées, enclavées, disons, voilà. Donc, nous travaillons pour pouvoir rattraper ces retards-là et ramener les horaires à 14 heures et pourquoi pas moins même, parce que les 14 heures aussi, c'est dû au fait qu'on a aussi souvent des zones de ralentissement qui sont sur la voie et nous y travaillons également pour supprimer ces zones de ralentissement, ce qui peut nous amener à réduire ces temps d'arrêt. En fait, cette durée du trajet de 14 heures. Alors sinon, la forte demande, on peut considérer que c'est plutôt de bon augure pour la société, non? Oui, effectivement, on peut dire que c'est de bon augure vraiment pour la société, mais ça nous fait mal quand même chaque fois quand on laisse des passagers au niveau des haltes ou au niveau des gares. Ça crée vraiment de la frustration au niveau des usagers. Et on s'en excuse auprès de ces usagers, mais on essaye de les faire comprendre, de les faire sensibiliser en leur faisant comprendre qu'on a vraiment des capacités limitées aujourd'hui. Donc, mais au fur et à mesure, on va essayer vraiment d'essayer de répondre aux besoins de ces Donc, pour le moment, pas moyen d'embarquer tout le monde avant cette deuxième année dont vous parlez? Pour le moment, nous y travaillons. D'ici quelques mois, nous allons essayer également d'augmenter le nombre de voitures qu'on a. Voilà, nous sommes en train de travailler à cela. Cela va nous permettre aussi d'augmenter la capacité de transport. Donc, ce qui va permettre de prendre beaucoup plus de passagers. Aujourd'hui, nous avons 14 voitures. Donc, nous avons une capacité de transport d'à peu près 592 passagers par train. Voilà, mais ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est qu'en gare de Bamako, par exemple, ou en gare de Caille, lorsqu'on dit qu'on a une place où on a des places, 592 places par exemple, les gens ne comprennent pas qu'on puisse ne pas remplir le train à partir de Bamako. Donc ils veulent que tout le monde embarque à partir de Bamako, alors que cela n'est pas possible, parce qu'il faut réserver aussi des places pour les autres gares qui sont sous le trajet. C'est un choix que vous faites, sinon c'est bien possible. C'est bien possible, mais si on fait ce choix de remplir le train à Bamako, ça veut dire que celui qui est à Kati n'aura pas de place. Celui qui est à Negala n'aura pas de place. Celui qui est à Tukoto ou celui qui est à Maïna aussi n'auront pas de place. Parce qu'on peut remplir le seul train, on peut le remplir pour le trajet Bamako-Caille. Alors, mais refuser du monde à Bamako pour prendre des gens sur la route, est-ce que ce n'est pas déshabiller Jean pour habiller Paul? Oui, c'est bien ça, parce qu'il faudra comprendre aussi que c'est les localités qu'on veut désenclaver. Voilà, donc on ne peut pas les laisser sans moyen de transport. Ces localités aussi vont et ils nous disent très souvent que non, les gens de Bamako, ils ont la possibilité d'aller à Caille par la route. Alors qu'il y a certaines localités, effectivement, il n'y a aucune possibilité, où les possibilités sont vraiment très très réduites pour pouvoir allier certaines localités. Et c'est important pour vous de demander quand même à la demande de cette population riveraine des rails quand même qui attend beaucoup de vous. Franchement, ça sera un honneur pour nous de pouvoir satisfaire toute cette population pour leurs besoins de déplacement et tout ce que ça crée également comme activité commerciale le long de ces localités riveraines. En termes d'organisation des gares maintenant, la vente de billets, comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce qu'on se procure les billets chez vous? Les billets sont vendus au niveau des gares. Voilà, et la vente des billets commence généralement 24 heures avant le départ du train, donc à la veille du départ du train. Et ces billets, en fait, nous organisons au niveau des deux grandes gares, Bamako et Caille. On a commencé par un seul guichet. Et avec l'engouement qu'on a eu, la forte affluence, on était obligé d'augmenter le nombre de guichets. Aujourd'hui, nous sommes à 2 guichets dans ces 2 gares-là.
Et nous organisons également les files avec l'aide de la police spéciale du chemin de fer pour que les gens puissent accéder aux billets. Mais nous constatons qu'avec l'affluence, voilà, il y a quand même souvent des spéculateurs qui essayent de se procurer des billets et puis aller les revendre. Oui, quand la demande est forte. Voilà, quand la demande est forte, oui. Effectivement. Donc, c'est des comportements que nous décrions, que nous dénonçons. Nous avons déjà pris 2 personnes, deux présumés coupables de ces spéculations. Une personne à Bamako, une personne à Kaye, et qu'on a mis à la disposition de la police spéciale pour qu'ils puissent prendre voilà, les mesures qui s'imposent. Donc, c'est comme ça que les billets sont vendus. Les billets sont vendus exclusivement dans les gares ferroviaires et pas ailleurs. Et les prix aussi sont officiels. Les prix ont été affichés dans toutes les gares et même sur les réseaux sociaux, vous allez voir les tarifs. C'est les tarifs officiels qui ont été arrêtés par l'État que Sopafer applique. Donc, toute modification de cette tarification aussi fera l'objet d'une communication et d'un communiqué au niveau des usagers et dans les gares. Oui, mais on peut comprendre quelqu'un qui tient coûte que coûte à embarquer dans un train, par exemple, que si quelqu'un lui propose un billet un peu plus cher, qu'il l'accepte à côté. Bon, ça, c'est encourager certaines pratiques qui peuvent aussi, en fait, entraver à l'image ou qui peuvent porter atteinte à l'image même de la société. Voilà, parce que ce genre de pratiques, c'est comme si on est en train de priver d'autres personnes des billets et des gens viennent prendre des billets alors qu'ils ne sont même pas des voyageurs et qui se permettent d'aller faire des spéculations sur ces billets-là. Franchement, je pense que ce n'est pas des bonnes pratiques. La solution, c'est peut-être de personnaliser les billets. Est-ce que tel est le cas chez vous actuellement? Effectivement, pour le moment, nous n'avons pas des billets personnalisés. Mais ce qu'on essaye de faire quand les gens viennent acheter des billets, c'est-à-dire si c'est un voyage de groupe par exemple, voilà, on essaye de faire des billets groupés pour éviter qu'on ait plusieurs billets en circulation. Donc on fait des billets groupés, par exemple pour des familles qui veulent voyager ou des agents des services qui veulent voyager, qui vont en mission. Donc on les fait des billets groupés. Donc pour éviter cette spéculation-là. Mais dans l'avenir, nous comptons vraiment informatiser ces systèmes de vente de billets, mieux organiser, voire même des systèmes de réservation à l'avance, voilà, pour pouvoir réduire cette spéculation. Alors, monsieur le directeur, pour aboutir à la reprise de ce trafic ferroviaire, il aura fallu plusieurs années de travail. La reprise du trafic a d'ailleurs été maintes fois annoncé au point où les gens avaient commencé donc à en douter un peu. Pourquoi est-ce que ça a été si long quand même? Ça a été si long effectivement parce que c'est un long processus. Comme vous le savez, depuis le 2 octobre 2019, l'État a adopté un plan d'urgence. Et ce plan d'urgence qui fait 9 milliards 800 milliards, 10 milliards de francs CFA. Donc on était dans la mise en œuvre de ce plan d'urgence-là. Et il y avait plusieurs composants de ce plan d'urgence, notamment sur le volet infrastructure. Donc il fallait réhabiliter les gares, il fallait traiter les points critiques, travailler sur les ouvrages d'art, notamment on a travaillé sur les 3 grands ponts qui sont sur la voie, à savoir le pont de Tukoto, Maïna et Galougo. Nous avons conforté pour que ça puisse supporter ce trafic-là. Nous avons également travaillé sur le plan du matériel. Au départ, on était parti pour l'acquisition des locomotives reconditionnées. Donc il y a eu beaucoup de péripéties pour pouvoir acquérir ces locomotives-là. Donc finalement, l'État s'est résolu à ce qu'on puisse aller vers la réhabilitation des locomotives qu'on a ici au Mali, qui appartiennent à l'État du Mali. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a orienté nos efforts vers la réhabilitation de ces locomotives qui ont été réhabilitées par le technicien malien. Voilà, avec les concours aussi des personnes ressources, notamment des retraités du chemin de fer, qui nous ont porté main forte pour qu'on puisse réhabiliter ces locomotives-là. Et pour fiabiliser ces locomotives, on était obligé d'aller chercher des pièces de rechange. Et ces pièces de rechange qui étaient au Sénégal depuis 2017, donc nous avons pu les recevoir qu'en janvier 2023. Donc vous voyez tous ces temps-là pour avoir ces pièces de rechange. Donc c'est toutes ces procédures-là qui nous ont vraiment mis en retard et que l'État voulait également s'assurer également que tout a été mis en œuvre pour qu'on puisse reprendre pour ne plus s'arrêter. Donc c'est ce qui explique un peu ce long temps d'activité pour qu'on puisse aller vers une relance. Mais qu'est-ce qui a été déterminant dans la reprise finalement? Ce qui a été vraiment déterminant dans la reprise, on peut dire, c'est l'acquisition des pièces de rechange au Sénégal, qui a été fait au mois de janvier, le 25 et 29 janvier, à travers une mission conduite par Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, avec l'implication des plus hautes autorités auprès des autorités sénégalaises, qui nous ont permis de recevoir ces pièces-là, qui étaient bloquées au Sénégal depuis 2017. Et c'est l'arrivée de ces pièces-là qu'on a réceptionnées aux ateliers centraux de Korofina le 1er février 2023, qui a été vraiment déterminant
dans la relance du chemin de fer aujourd'hui. Monsieur le directeur, vous nous avez parlé de ce plan de relance. Qu'est-ce qui a été fait concrètement dans le cadre de ce plan et qu'est-ce qui reste à faire? Aujourd'hui, tout ce que j'ai eu à citer a été déjà réalisé dans le cadre du plan d'urgence, à savoir la réhabilitation de 19 gares, le traitement des points critiques de la voie, le confortement des ponts et des ouvrages d'art. Également, nous avons également réhabilité les ateliers centraux de Corofina et les dépôts de cailles. Donc, et le matériel aussi, comme je l'ai indiqué, les locomotives, les voitures voyageurs, les fourgons, ainsi de suite. Donc, toutes ces activités ont été menées dans le cadre de ce plan d'urgence-là. Mais ce plan d'urgence seulement ne suffit pas. L'objectif du plan d'urgence, c'était la relance de l'activité ferroviaire. Mais on relance, mais il faut maintenir l'activité. Voilà. Après l'urgence. Après l'urgence, effectivement. Maintenant, c'est le maintien, c'est le processus de maintien de l'activité aussi qui a fait l'objet d'une convention entre SOPAFER et l'État. Et dans cette convention, l'État s'engage d'abord à subventionner le trafic. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un trafic voyageur qui est déficitaire pour un départ. En fait, le trafic voyageur est déficitaire même en fait. Donc, l'État subventionne ce trafic-là à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Voilà. Également, nous avons convenu avec l'État d'un plan d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, la demande qui est très très forte. Donc, il va falloir investir pour pouvoir répondre à cette demande-là. C'est pour ça que je l'ai indiqué dans le plan d'investissement qui a été adopté avec l'État, qui fait plus de 6 milliards de francs CFA. Donc, dans ce plan d'investissement, nous comptons réhabiliter des nouvelles locomotives. Voilà, qu'on va ajouter également une nouvelle rame qui va être réhabilitée, mais également construire, aménager une gare marchandise à Diboli. Voilà, pour nous permettre de faire du trafic de marchandises aussi au niveau national, en attendant qu'on puisse aller au Sénégal. Alors, le trafic marchandises, c'est pour quand? Parce que si vous dites le trafic voyageur est déficitaire, j'imagine que le trafic marchandises, par contre, il doit rapporter à la société. Effectivement. Et ça, c'est quand? Voilà, le trafic marchandises, effectivement, c'est ce qui permet à la société d'équilibrer un peu les déficits causés par le trafic voyageur. Et dans notre plan d'investissement, le plan de transport qu'on a proposé à l'État, ce trafic marchandises, dans la deuxième année d'exploitation, on compte faire ce trafic marchandises, mais au niveau national, c'est-à-dire de Diboli jusqu'à Bamako. Mais dans une troisième phase, nous comptons également avec les travaux. Si les travaux évoluent au niveau du Sénégal, les travaux des infrastructures ferroviaires au niveau du Sénégal, si ces travaux évoluent, nous comptons également nous rendre jusqu'à Dakar. Parce que rien ne nous empêche aujourd'hui, une fois que le Sénégal met à niveau ses infrastructures ferroviaires, qu'on puisse aller jusqu'au Sénégal avec le transport de marchandises. D'accord, vous avez parlé de ces moyens, ces gros moyens mis par l'État, financement, budget national, si j'ai bien compris. Exact. Et qu'est-ce que cela vous inspire en tant que responsable de société? Bon, c'est là ce que ça m'inspire, c'est la volonté des plus hautes autorités. Parce qu'aujourd'hui, relancer l'activité ferroviaire avec tous les moyens que l'État a mis dans le contexte actuel vraiment de notre pays, je pense que c'est une volonté des autorités. Et aujourd'hui, nous, en tant que société d'exploitation de ce moyen de transport, nous sommes reconnaissants. Et au nom de l'ensemble des travailleurs du chemin de fer, donc nous sommes vraiment reconnaissants envers l'État pour tous ces efforts-là. Et nous mesurons la portée de la responsabilité qui nous incombe aujourd'hui pour pouvoir maintenir et satisfaire la population après tous ces efforts que l'État a fournis. Alors, la reprise du trafic concerne pour l'instant Bamako-Caille, mais les chemins de fer, c'est jusqu'à Koulikoro. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Pour la suite, nous avons également dans les perspectives, nous comptons réhabiliter le chemin de fer de Koulikoro jusqu'à Diboli. Voilà, c'est dans ce cadre-là que Madame le ministre des Transports et des Infrastructures avait effectué une mission en Russie, où un mémorandum d'entente a été signé avec une société russe. Donc, dans ce mémorandum d'entente, il est prévu que la société russe puisse faire la réhabilitation du chemin de fer de Koulikoro jusqu'à Diboli en écartement standard. Et avec l'acquisition également du matériel roulant, voilà, pour pouvoir exploiter ce chemin de fer avec cet écartement standard. Donc c'est ce qui est prévu. Dans ce même projet, il est également prévu que les RIS nous assistent également dans le cadre de la réhabilitation de nos locomotives qu'on a ici au Mali.
Et c'est un projet qui est censé se concrétiser dans combien de temps, à quel horizon? Pour le moment, on est en train de... Nous continuons la discussion technique. Il y a déjà une mission technique qui a effectué ici un déplacement à Bamako, ici, des Russes. Donc, il nous a permis de regarder un peu le matériel qu'on a. Et nous attendons incessamment une mission qui viendra aussi faire l'étude de la voie. Donc, pour le moment, nous ne pouvons pas dire un horizon, mais c'est un projet qui suit son cours. Alors, monsieur le directeur, lors des missions de sensibilisation le long des rails, vous avez demandé l'implication des populations riveraines pour que la relance soit une réussite. Qu'est-ce que vous attendez de la population? Aujourd'hui, ce que nous attendons de la population, vraiment, c'est leur accompagnement. D'abord, au niveau des emprises, en fait, que les populations, les riveraines comprennent que les emprises ne sont pas faites pour être occupées. Donc, que les gens se disent qu'ils doivent libérer ces emprises, ceux qui en occupent. Deuxième chose, nous attendons de la population également de veiller à ce que les anciennes pratiques qui se faisaient dans le transport de voyageurs, que ces pratiques-là ne reviennent plus. Les pratiques, comme vous les connaissez, qu'on appelle couramment doua, c'est-à-dire des gens qui rentrent dans le train sans prendre les tickets, ou des gens qui ne pèsent pas correctement leur colis, ainsi de suite. Donc nous avons demandé vraiment l'accompagnement de la population pour un changement de comportement, pour qu'on puisse pérenniser l'activité ferroviaire. Mais il faut un peu plus de rigueur peut-être de votre part aussi, non? Effectivement, nous de notre côté, on a mis des dispositifs en place pour pouvoir, d'abord on a commencé à sensibiliser, par la sensibilisation d'abord de nos collègues, voilà, qui sont chargés du contrôle dans le train et ceux qui sont chargés également des ventes des billets dans les gares. Donc eux, ils sont sensibilisés et nous avons également dit, en fait, aujourd'hui, nous sommes pas comme, c'est pas comme le temps passé. Aujourd'hui, tout le monde veille à ce que ce train-là ne puisse plus s'arrêter. Donc, et je pense que la sensibilisation a porté ses fruits. Et aujourd'hui, nous avons également des moyens de contrôle que nous avons mis en place pour pouvoir identifier des personnes qui s'adonnent à ce genre de pratiques. Et nous avons indiqué à nos partenaires sociaux, notamment les syndicats des chemins de fer, et eux aussi, ils ont fait la sensibilisation. Et nous avons dit toute personne qui sera prise dans ce cadre-là sera responsable de ce qui va lui arriver. Et pour le moment, ça va depuis la reprise? Pour le moment, ça va. On n'a pas constaté trop de dégâts. Mais comme vous le savez, dans toute équipe, il y a des bons et des mauvais. Voilà, mais nous continuons à travailler pour pouvoir améliorer vraiment les choses. Alors, parlant d'occupation des emprises, quelles conséquences pour le trafic? Et finalement, est-ce que c'est un problème un peu sans solution que vous avez? En fait, les conséquences sont vraiment graves parce que l'occupation des emprises amène d'abord ce qu'on voit aujourd'hui, les passages à niveau clandestin que les gens créent. Parce que des gens qui construisent leurs maisons derrière les rails, et au lieu d'aller passer par les passages à niveau officiel qui ont été créés pour ça, ils se permettent de mettre de la terre sur ces rails-là pour pouvoir passer. Et cela peut causer des accidents, soit ça peut faire dérailler le train, soit ça peut faire même qu'un train peut surprendre quelqu'un au niveau de ces passages clandestins. Donc c'est des conséquences qui sont graves. Deuxièmement, en cas d'accident, que Dieu nous préserve, des personnes qui sont dans les emprises, ils sont d'abord les premières victimes. Voilà, c'est pour cette raison qu'on demande vraiment aux riverains, pour leur propre sécurité d'abord, vraiment de ne pas s'installer dans ces emprises-là. Le train, un accident de train, que Dieu nous en préserve, vraiment c'est pas une bonne chose. Donc nous les sensibilisons pour le moment, en attendant que l'État puisse prendre vraiment les mesures qui s'y en la matière. Mais comment est-ce que vous comptez quand même gérer cette situation? On sait que les déguerpissements, c'est toujours des problèmes au Mali. Quand les gens sont déjà installés, c'est compliqué. Est-ce que vous voyez une solution vraiment à la libération des emprises? Effectivement, il y a une solution. Je pense que parce que aujourd'hui, nous avons d'abord commencé à faire les recensements depuis 2020. Il y a les 3 inspections, l'inspection des transports, l'inspection des domaines et l'inspection de l'intérieur, qui ont déjà recensé l'ensemble des occupants de Bamako jusqu'à Diboli, de l'emprise ferroviaire. Mais également, aujourd'hui, actuellement, ils sont en train de faire le recensement sur le tronçon limite de Bamako jusqu'à Koulikoro. Donc, le dispositif qui est prévu, c'est d'abord la sensibilisation. Voilà, sensibiliser les personnes qui sont installées pour qu'ils puissent quitter ces emprises-là pour leur propre sécurité. Donc, je pense que les gens seront sensibles
voilà, à ce qu'ils puissent vraiment libérer ces emprises-là pour leur sécurité et permettre également l'exploitation normale du trafic qui est là pour le bonheur de tous les Maliens, pour l'intérêt général du Mali. Alors, monsieur le directeur, vous avez repris donc le trafic ferroviaire. Tout le monde souhaite que cela soit pour de bon, que cela soit maintenant une activité pérenne. Est-ce qu'on a tiré suffisamment d'enseignements de nos erreurs du passé pour assurer un avenir radieux au rail? Est-ce que les perspectives elles sont bonnes au moment où nous parlons? Oui, je pense qu'on a tiré beaucoup d'enseignements des 5 ans d'arrêt du trafic. D'abord au niveau même du chemin de fer, les travailleurs même du secteur ferroviaire, malgré l'engagement de l'État à maintenir ces travailleurs et à payer leur salaire, ils ont beaucoup souffert pendant ces 5 ans. Et deuxième chose, au niveau même des riverains, il y a beaucoup de villages qui se sont déplacés et il y a beaucoup d'activités qui se sont arrêtées dans ces localités riveraines-là à cause de l'arrêt du trafic. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur enseignement qu'on peut tirer vraiment de cet arrêt de trafic pendant 5 ans. Il y a également le fait qu'il y a la volonté de l'État, la volonté des plus hautes autorités aujourd'hui à maintenir cette activité ferroviaire. Donc ce qui fait qu'on peut dire aujourd'hui vraiment les perspectives, l'avenir, on peut dire que c'est vraiment un avenir radieux pour le chemin de fer avec l'engagement qu'on voit aujourd'hui de nos autorités et l'engagement des cheminots même pour que l'activité ne puisse plus s'arrêter et également la volonté et l'engagement ou l'accompagnement des populations riveraines du chemin de fer. Et l'activité du week-end à Caille, comment est-ce que vous percevez ça? Ça va être la fête de la reprise du trafic ferroviaire, c'est ça? Effectivement, ça sera vraiment la fête. D'abord pour nous, au niveau de la Société du patrimoine ferroviaire, de recevoir le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vraiment au niveau de la gare ferroviaire de Caille, pour donner le top départ officiel du trafic de voyageurs et de marchandises. Donc ça sera vraiment la fête au niveau du chemin de fer et je pense que c'est la fête aussi dans toute la région de Caille. Alors nous souhaitons bon vent au chemin de fer et à la soupe à faire Mali SA aussi. Et nous vous remercions, monsieur le directeur, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur Bonati. Merci, monsieur Maïgam. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.